Bienvenue à tous dans cette vidéo informatiser sa maquette sur le thème des rétrosignalisations et du cantonnement. Ma petite webcam, voilà, Jojo est là. Bonjour à tous. Précédemment, j'ai fait une vidéo un peu du style sur comment informatiser sa maquette. J'ai vu qu'elle avait pas mal marché, donc je me suis dit pourquoi pas faire une deuxième vidéo sur un thème où j'ai pas mal de questions dans mon entourage d'amis modélistes sur comment rétrosignaliser, comment isoler, comment faire ses cantonnements et tout ça. Donc je me suis dit pourquoi pas refaire une partie théorique sur les choses que j'ai faites, les choses que j'aimerais faire. Parce que bien sûr dans cette vidéo, il n'y a pas que des choses qui viennent de moi, bien sûr. C'est un regroupement d'informations que j'ai été pompé sur Internet. Donc il y a des choses de plein de monde. Et on va essayer d'aller pas à pas dans ce thème. Si je fais des références à la vidéo précédente, c'est bien sûr la vidéo dont je parlais avant, informatiser sa maquette, où j'ai vraiment exprimé en fait ma réflexion, qui n'est pas une règle, encore une fois, qui n'est pas la seule solution. Il y a plein de solutions pour informatiser sa maquette, et c'était la mienne. Après, il y a peut-être des choses à prendre, des choses à ne pas prendre. Je raconte peut-être des bêtises, qui sait. Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter? On va faire une brève introduction pour rappeler certaines choses que j'ai expliquées dans la vidéo précédente. On va parler de type de rétrosignalisation, où on va un petit peu simplifier le mot rétrosignalisation par rétro dans la vidéo, comme ça sera plus facile. Ensuite, on va parler des cantonnements, des rétros au niveau des aiguillages, et on va faire une brève conclusion. Au niveau de l'introduction, tout d'abord, une rétro, c'est quoi? C'est la première question à se poser. En fait, une rétro, c'est une détection. C'est que quand on automatise une maquette, il faut qu'on ait l'information qu'il y ait un train à un endroit. Il faut qu'on puisse le suivre. Donc, le train doit en permanence être détecté pour pouvoir retourner ces informations au PC avec le logiciel de gestion. Dans notre cas, c'est Train Controller, mais c'est vraiment un détecteur. Ce détecteur, il peut être fait de plein de façons différentes. Je vais vous en présenter quelques-uns ici, mais il en existe plein de sortes. Donc voilà, tout simplement, c'est qu'on veut savoir où est le train. Pas forcément lequel c'est, parce que ça, on va devoir l'informer à Train Controller, quel train est sur quelle détection, mais vraiment de pouvoir avoir la détection de la présence d'un train ou d'un wagon ou quoi que ce soit sur la voie. Pour rappel, on avait défini une version de rétrosignalisation standard que j'ai dite sécurisée. C'était donc de définir un canton qu'on voit ici en vert au moyen de 3 rétrosignalisations, 3 détections qui reviennent sur nos modules qui vont être envoyés au PC. Il faudra donc sur un canton avoir une isolation ou une coupure, on peut plus communément appeler, 2 coupures, 3 coupures, 4 coupures. Et dès que le train sera sur une de ces détections, le canton sera dit occupé. Version sécurisée, pourquoi? Si on a 3 rétrosignalisations et qu'on ne fait pas de la calibration de locomotive très parfaitement, qu'on n'a pas des profils de vitesse qui sont bien ajustés, on pourra avoir quand même des freinages et des arrêts de train, des positions qui sont cohérentes et qui ne varient pas trop. La deuxième variante qu'on a évoquée dans la vidéo précédente, c'était la version dite économique. C'est d'avoir ici notre canton, cette fois-ci en rouge, avec une seule détection, une seule rétro. Et pour ce faire, on a besoin de 2 isolations. Et tout ce qui se passe entre ces 2 isolations, donc entre ces 2 coupures de rails,
Dès qu'un train sera présent dessus, on aura notre détection qui est activée. Également, dans la vidéo précédente, on a évoqué deux types de bus de rétrosignalisation, enfin plutôt deux façons de faire. Une façon où on a ici notre module qui contient 16 rétrosignalisations, 16 détections qu'on venait mettre sur nos voies, qui ensuite traverse le bus, dans ce cas ici pour ECOS Link, qui vient dans la centrale, et ensuite cette centrale est liée en RJ45 au PC pour avoir les informations. Ça veut dire la centrale, en plus d'alimenter les voies et piloter les locomotives, les trains, les accessoires, donc décodeurs d'aiguillage, d'animation et tout ça, elle aura en plus le rôle de devoir analyser ces rétrosignalisations. Voilà, c'est pour ça que j'aimerais dire rétro, parce que quand on parle trop vite, ça fait ce genre de choses. D'analyser ces rétros et de les transférer au PC. Donc si on a beaucoup de rétrosignalisation, eh ben, on va un petit peu surcharger notre centrale digitale. Pour des maquettes de plus grande envergure ou de club ou quoi que ce soit, on a la solution d'avoir toujours notre ECOS ici qui est lié au PC. Les informations de train controller vont transiter directement à la centrale qui vont aller sur les voies pour piloter les trains. Par contre, tout ce qui est rétrosignalisation, tout ce qui est détection de voies, vont venir ici sur cet élément qui est un répartiteur qui va récolter tous les signaux de détection et qui vont directement les donner au PC. Donc on n'aura pas les signaux de détection de voix qui vont passer au travers de la centrale puis au PC vraiment en direct. C'est ce qu'on a fait au niveau du club et la variante précédente, c'est ce que je fais au niveau de ma maquette parce que j'ai pas beaucoup de signaux. Voilà pour la brève introduction. Si on passe maintenant au niveau des types de rétrosignalisation. Donc il y en a pas mal de sortes. Après, elles ont toutes plus ou moins le même principe. On connaît les anciennes détections qui sont les palettes, les contacts read, des barrières lumineuses, enfin des choses qui existent sur le marché ou qu'on peut faire soi-même. Mais si on prend ce qui fonctionne bien et où on a des décodeurs de rétrosignalisation, donc des éléments comme ceci, on a une première variante qu'on dit consommation de courant. Ces types de détection peuvent être utilisés pour le 2 rails ou le 3 rails, peu importe. Si on prend l'exemple ici, on a notre décodeur lié ici à notre centrale. On a une voie avec 3 blocs. Et on voit que le digital, la sortie, va directement sur le décodeur. Ça, c'est bien sûr pour le piloter. Ensuite, un des fils va sur une voie qui est commune à tout le réseau. Et ensuite, l'alimentation de nos blocs se fait par notre rétrosignalisation elle-même. Ça veut dire qu'un train, quand il arrive sur une portion de voie qui a été isolée comme ici, on aura une consommation de courant, ce qui va être détecté par notre module ici, qui va renvoyer l'information comme quoi il y a un train qui est arrivé sur notre bloc 3. Donc ça, c'est la première variante. Donc cette première variante fonctionne très très bien. Il n'y a pas que ESU qui fait des rétros, hein, bien sûr, il y a toutes les marques. Donc ça, c'est la première solution que j'utilise personnellement puisque je suis en 2 rails et ça fonctionne très bien. Deuxième type de rétrosignalisation, c'est ce qu'on appelle plus communément le pont de masse. Et ça, c'est utilisable uniquement en 3 rails. Pourquoi? Parce qu'on aura l'alimentation du courant de traction qui sera sur les plots centraux de nos rails, la masse qui va venir sur une de nos rails,
qui sera commune à tout le réseau, c'est en principe comme ça qu'on fait. Et notre bloc de rétrosignalisation 16 entrées va venir ici sur la deuxième voie, qui sera coupée, donc isolée des deux côtés. Et dès qu'un essieu va venir faire le pont entre la voie où il y a la masse et la rétrosignalisation, on aura aussi un phénomène de consommation de courant, mais ça va faire le pont avec l'essieu et on aura notre indication comme quoi un train est arrivé sur cette portion de voie. C'est quelque chose qui marche très bien en 3 rails, c'est ce qu'on a choisi au niveau du rail Club Airwell. Et on n'a pas énormément de soucis, ça marche très très bien. Mais à savoir uniquement pour le 3 rails. Ma maquette perso, comme je l'ai dit avant, elle est en 2 rails, donc j'ai que la première solution. Alors après, c'est clair que comment ici on va faire notre détection, on pourrait mettre plein de choses, des contactrices, des palettes et tout ça, mais à mon avis, la meilleure solution dans ce cas-là, c'est vraiment de faire le pont de masse. Après, vous allez me dire, oui, mais on n'a pas forcément du matériel Märklin, du matériel avec des essieux conducteurs tout le temps. C'est vrai, oui. L'idéal, c'est d'avoir tout le train avec des essieux conducteurs. Au minimum, c'est d'avoir la locomotive qui fait le pont de masse et le dernier wagon. Si on a des très longs trains, c'est bien d'avoir quelques essieux conducteurs à l'intérieur du train pour pas qu'on ait tout d'un coup la rétrosignalisation qui reparte, qui revienne, qui reparte, qui revienne. Ensuite, pour ce qui est des essieux, on peut très bien rendre les essieux résistifs en soudant des petites résistances d'un côté à l'autre de la roue, où il existe des peintures graphitées, donc des peintures qui contiennent du graphite, de la limaille de métal, qu'on peut peindre sur les parties isolées de la roue pour pouvoir faire le pont. Voilà pour les deux types de rétrosignalisation qu'on trouve beaucoup sur le marché. Au niveau du cantonnement maintenant. Au niveau de train contrôleur en tout cas, il y a quelques règles. La première, c'est qu'un canton, il peut être placé n'importe où sur la maquette. Donc on peut placer n'importe où une portion de voie qui est détectée sur notre réseau. La deuxième, qui est un conseil mais qu'on n'arrive pas toujours à respecter, c'est presque pas possible, c'est que le canton le plus court doit pouvoir contenir le train le plus long. Donc c'est clair qu'à des endroits ça ne sera pas possible. Ça c'est pour avoir un fonctionnement simple. Maintenant on peut très bien avec train contrôleur aller un petit peu plus loin et ensuite configurer la longueur des trains par rapport aux longueurs de voie et faire de la logique pour que les longs trains n'aillent pas s'arrêter sur des cantons trop courts. Mais de règle de base, c'est ceci. Ensuite, on a la notion, est-ce que mes cantons doivent être toujours de la même longueur? Oui, non. Il n'y a pas du tout de règle. Mais c'est clair que si par exemple on a des cantons de 6 mètres sur notre maquette et tout d'un coup on a un canton de 30 mètres, eh ben, il y aura une grande latence au niveau de la circulation des trains. Ça veut dire que pendant un bon moment, il faut attendre que le train ait parcouru les 30 mètres de son canton avant de le libérer. Donc ça va un petit peu enlever de la fluidité au trafic. Donc d'avoir des cantons qui sont plus ou moins de la même longueur, ça peut être un plus. Après, c'est clair, des cantons, on peut toujours les séparer en plus petits bouts. Après, c'est une histoire de coût aussi. Parce que, comme j'ai déjà dit souvent, la rétrosignalisation est quand même assez onéreuse. Un canton est souvent limité par un ou deux aiguillages. Donc on a la voie de gare standard où on a un aiguillage de chaque côté. Et on a la voie de gare en cul-de-sac où on a un seul aiguillage. Donc c'est souvent ça qui va déterminer en fait où je mets un canton. En principe, un canton ne contient pas d'aiguillage. Alors c'est clair que dans les gares où on a plein de petites choses, plein de petites voies de gare, de dépôt et tout ça, c'est un problème.
on peut très bien les intégrer dedans, mais il y a un petit peu de logique à faire. Donc voilà à peu près pour les règles, ce qu'il faut essayer de respecter pour ne pas être ennuyé lorsqu'on va vouloir automatiser la maquette avec le logiciel. On va prendre un exemple ici. Donc j'ai dessiné rapidement un TCO un petit peu avec des bretelles, des voies de gare, etc., des cul-de-sac. Et par rapport aux règles qu'on a vues avant, on va ici séparer nos segments en cantons et où je dois faire des isolations. Donc c'est toujours bien de prévoir électriquement les choses avant d'avoir fait la maquette, parce qu'après on peut toujours, mais on doit couper, c'est moins propre et il y a des endroits qui sont, ma foi, souvent plus accessibles. Donc si on arrive à prévoir déjà électriquement nos isolations, c'est quelque chose qui est très bien. En plus, on pourra mettre par exemple des éclisses isolantes, ce qui fait qu'on a toujours un maintien de voie. Si on vient couper après coup, c'est clair, il faudra coller, clouer, enfin trouver des solutions qui ne sont pas toujours évidentes. Et ce qu'on ne pense pas toujours, c'est qu'on a de la dilatation. Et oui, en hiver, eh ben, on aura des problèmes parce qu'on aura des grands espaces entre les voies, et en été ça va se dilater et puis ça va se toucher, et on aura peut-être deux cantons qui vont faire contact. À la place d'en avoir qu'un, d'avoir deux signaux, on n'aura plus qu'un signal, ce qui va un peu foutre le baba dans la circulation des trains. On va partir ici dans l'isolation. Donc, si je prends un exemple, on a dit une des règles, c'était un canton est délimité par deux aiguillages. Donc, ici, on voit, on a deux coupures et on va mettre une rétrosignalisation, une détection pour cette voie. Donc, je pars toujours du principe qu'on a une détection, donc la solution économique au niveau des rétros. Donc, un canton, une détection. Si je prends ici l'exemple de la voie en cul-de-sac, donc on aura un aiguillage, isolation et une rétro pour ma voie de cul-de-sac. Ici, entre deux aiguillages, un grand canton, une coupure après l'aiguillage, une coupure avant cet aiguillage, et on a un très lent canton. Comme je l'ai dit avant, pour éviter d'avoir des temps d'attente trop longs au niveau de la circulation, on peut très bien ici rajouter une coupure, une isolation, et on aura deux cantons avec une rétrosignalisation pour celui-ci et une rétro pour celui-ci. Donc là, on a déjà vu 3 des règles qu'on a dites précédemment. Et si je continue dans la même logique, c'est ce qu'on aura. Donc des coupures ici, des isolations après chaque aiguillage, une rétro par voie de gare, la même chose pour ici. Ici, on aura un canton aussi, etc., etc. Donc on a bien ici tous nos cantons qui sont délimités par un ou deux aiguillages, ou ici un canton à la suite, enfin deux cantons à la suite, avec une isolation. Donc on est dans les règles de base. Maintenant on arrive dans les spécialités, parce qu'on a vu ici on a des cantons qui sont très très courts, on a un aiguillage qui est intégré ici dans ma voie de gare. Donc comment on peut faire ça? On rajoute deux coupures. C'est juste parce que c'est un cas particulier que j'ai mis en vert, hein, mais c'est la même chose, une isolation de chaque côté. Et ma foi, pour cette voie ici, pour ce canton ici, on aura une rétrosignalisation ici et une ici. Ça permettra de faire de la logique pour traiter cette voie comme une voie normale lorsqu'on a un train qui vient dessus. À savoir qu'il faudra un peu gérer l'aiguillage correctement, que si une des deux rétrosignalisations, on bloque l'aiguillage. Mais on voudra aussi peut-être venir sur cette voie ici et faire de la manœuvre, par exemple, d'aller-retour entre la voie de cul-de-sac et entre cette partie ici. C'est pour ça que je conseille ici de mettre quand même deux rétrosignalisations. Ça sera plus flexible pour la suite. Ensuite, ici, c'est clair, si on veut contrôler le passage du train, il faudra isoler après chaque aiguillage et mettre une rétrosignalisation à chaque endroit pour contrôler le passage. C'est des cantons très courts,
Donc on pourra d'un train contrôleur lui dire de ne pas s'arrêter. Si je refais ceci avec les cantons maintenant au niveau de train contrôleur et que je rajoute toutes les coupures qu'on a vues avant, donc toutes les isolations, donc on aura bien ici les cantons qui vont se placer à tous les endroits comme on l'a défini précédemment, avec ici des cantons qui ont un espèce de trait bleu à travers. C'est des cantons où le train ne pourra pas s'arrêter. On appelle ça des sections critiques. Donc le passage du train est contrôlé, mais on ne peut pas faire arrêter de train là-dessus. Donc voilà pour le cantonnement. Quand on regarde comme ça, c'est assez simple, mais c'est vraiment de faire des portions de voies où on peut arrêter des trains. Donc voilà pour la partie cantonnement et type de rétrosignalisation. Donc ça, c'est des choses que j'ai faites. Ça fonctionne très très bien. C'est ce genre de réflexion que j'ai eu. Maintenant, il y a la question de la rétrosignalisation des aiguillages. Alors ici, c'est des choses que j'aimerais essayer. Personnellement, je ne les ai jamais testées. Je sais plus ou moins ce qui est possible de faire. Il y a plusieurs pratiques. J'ai lu pas mal de choses. Il y en a une ou deux qui me plaisent bien. Et je vais juste vous en parler, mais je prends ça un petit peu avec des pincettes parce que j'ai jamais testé ça. La première chose, c'est le retour d'information de la position d'aiguillage. Alors, il y a des artifices d'entraîne contrôleur qui permettent de les retourner, donc au travers de rétrosignalisation, donc de détection, pour savoir si l'aiguillage a bien changé ou pas. Personnellement, autant en maquette de club et en maquette personnelle, je ne l'ai pas fait. Il y a au bout d'un moment, quand on a trop d'informations, si vraiment ça ne fonctionne pas, on peut avoir des ennuis. Donc, je ne sais pas trop. Après, c'est nouveau, un budget. Mais si on prend la configuration d'un aiguillage d'entraîne contrôleur, on peut très bien ici venir dans connexion. Ensuite, il faut que je clique une fois, voilà. Contrôle de position. Et ensuite, une fenêtre s'ouvre où on peut activer ici le contrôle de l'aiguillage. Et ici, on pourra venir y mettre une rétrosignalisation qui est sur le bus. Donc, on pourra choisir ici l'entrée qu'on a câblée pour une position ou pour une autre. Donc, avec les moteurs d'aiguillage type moteur, on a toujours des contacts de retour qui permettront de dire si l'aiguillage est en position ou pas. Malheureusement, je ne sais pas si c'est toujours très fiable parce que le moteur peut être en position, mais la palette pas forcément. Donc voilà, mais la possibilité y est. Donc on peut ici venir donner le contrôle de la position d'aiguillage. Ce qui nous intéresse ici un peu plus, c'est toujours la détection des trains. Donc c'est vraiment de pouvoir détecter un train qui serait sur l'aiguillage. On a parlé que l'aiguillage ne faisait pas partie des cantons. Donc en principe, par rapport aux exemples que j'ai démontrés avant, il n'y a pas de détection de position de train sur les aiguillages. Il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est pas de détection. C'est ce que j'utilise. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? La détection de la position de train sur les aiguillages, c'est pas forcément très simple parce qu'on a toujours le cœur d'aiguillage qui réalimente en fait une des voies en fonction de la position de la palette. En 3 rails, on a des ponts de masse qui sont faits un petit peu partout, donc il faut modifier l'aiguillage. Donc c'est pas forcément toujours évident. Donc moi ce que je connais, c'est simplement ça, le pas de détection. La deuxième variante, ça serait d'avoir une rétrosignalisation par aiguillage, mais à nouveau, pas mal de détection, à travailler sur l'aiguillage, etc., etc. Par contre, quand on a des voies de gare, ou comme on l'a vu dans le petit SEO que j'ai dessiné, on a plusieurs aiguillages en cascade, l'un derrière l'autre. Ça serait bien de savoir quand même quand il y a un wagon qui est à la dérive sur nos aiguillages. Donc, on pourrait très bien mettre
une détection pour un groupe d'aiguillages qui se suivent. Et ensuite, une solution que j'ai vue, il y a plusieurs personnes qui en parlent dans des tutos ou sur les forums. Et cette solution, je la trouve bien. C'est que, en fait, l'aiguillage, il appartient quand même au canton dans la partie où il touche la queue de l'aiguillage. Donc, on va un peu reparler avec quelques images de ces trois façons de faire. Donc la première, une rétro, un indicateur. Donc au niveau de l'aiguillage, on a aussi un onglet ici, indicateur, où on pourra venir ici attribuer des indicateurs. Mais après, comme je l'ai dit, le problème c'est qu'on a un aiguillage 3 rails, on a souvent la masse qui est pontée un petit peu dans tous les coins. Et dès qu'un essieu conducteur arrive, on réalimente une partie de l'aiguillage. Donc, il y a quelque chose à faire au niveau électrique. On va pas parler de ça ici, mais il y a des images et des petits modes d'emploi, comment faire, qui traînent sur Internet, qui sont très intéressants. Donc ça, c'est la solution 1, que j'affectionne pas forcément, personnellement. Enfin, je partirai pas dans cette solution. La deuxième, enfin, j'ai encore oublié quelque chose, donc bien sûr que quand on fait ça, il faut qu'on ait les isolations, donc les coupures qui soient aux 3 brins d'aiguillage, parce qu'on aura de chaque côté ici un canton avec une détection. Et si on veut détecter uniquement la présence sur l'aiguillage, c'est clair qu'il ne faut pas qu'on ait un contact de consommation de courant ou de pont de masse avec les cantons qui sont adjacents. Donc une rétro pour plusieurs aiguillages, c'est ce cas ici. Donc quand on a des aiguillages en cascade, c'est clair que si par exemple on a un très long train qui traverse tous nos aiguillages, qui vient sur cette voie, et qu'on a des wagons qui traînent à la dérive sur l'aiguillage, le prochain train arrive, il lui rentre dedans et il renverse le train. Si on a bien géré nos longueurs de train, il n'y a pas de problème, mais on peut toujours avoir un wagon qui se décroche ou quelque chose comme ça. C'est là qu'il faut un peu juger si on a vraiment besoin de contrôler ça ou pas, ou si on va corriger les crochets des wagons, ou si on va corriger la gestion des trains. Enfin, c'est des questions à se poser. Et ici, on peut très bien avoir nos coupures donc, qui seront comme ça, nos isolations. Donc, on a un endroit ici où on n'a aucune détection de train. On met un indicateur, une détection pour cette partie-là. On va faire de la logique. Ou ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un mini canton, donc une section critique par exemple, donc on ne peut pas s'arrêter, qui va regrouper en fait toute la partie des aiguillages qui est ici, donc depuis cette coupure jusqu'aux coupures de toutes les voies, et comme ça on aura un mini canton où s'il est occupé, le train qui arrive derrière, il ne pourra pas y rentrer dedans. Donc ça c'est une solution que j'aime bien, je trouve ça très intéressant pour sécuriser la circulation des trains. La quatrième, enfin la troisième que je trouve pas mal, donc c'est que la rétrosignalisation, elle appartienne au canton qui est lié à la queue de l'aiguillage, donc à cette partie ici. Ça veut dire qu'on aura ici la fin de notre canton, on aura tout notre canton ici jusqu'à l'aiguillage, mais on ne met pas de coupure, on vient faire l'isolation à l'extrémité de l'aiguillage, et cet aiguillage, en fait, dès qu'il y a un train dessus, il va activer le canton qu'il y a ici. Et avec une rétrosignalisation, on a la totalité des voies qui sont détectées. Ça, c'est une solution dans laquelle je partirai et je pense que je vais l'essayer parce que c'est quelque chose qui me plaît bien, je dois dire. Après, ça n'enlève pas le problème des ponts de masse qu'on a en interne de la construction des aiguillages, où il faudra un petit peu regarder comment ça marche. Mais comme souvent on a des pompes et qu'on peut couper ici à l'extérieur, on n'aura pas trop de problèmes, donc un petit peu plus simple au niveau électrique. Donc on en arrive déjà à la conclusion. Pardon.
Donc la première chose, c'est de choisir le bon type de détection par rapport à nos voies et à notre système. Principalement, on a un système qui va pour le 2 rails et le 3 rails, donc le DC et l'AC, si on peut dire comme ça, et un système qui va que pour le 3 rails. À savoir que le pont de masse, souvent, coûte moins cher que la détection de courant pour le 2 rails. Un petit conseil aussi, c'est de bien prévoir son cantonnement, donc de réfléchir quand même où on veut mettre nos cantons par rapport aux longueurs et tout ça, et de prévoir le niveau électrique, donc tout ce qui est isolation de voie, coupure de voie, de mettre les éclisses directement. On peut toujours mettre plus de fils, les ponter ensemble, et si on veut tout d'un coup rajouter une rétro pour une raison ou pour une autre, on enlève les fils puis on va sur les détections. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut bien réfléchir avant, et c'est vrai que ça aide de le faire sur une maquette depuis le début. La rétro des aiguilles, on l'a vu, c'est pas évident. Des fois, on peut dire que trop d'informations tue l'information. Donc, plus on met d'éléments, plus on doit les gérer aussi. Est-ce qu'on va régler les problèmes de roulement au niveau du matériel roulant ou est-ce qu'on veut vraiment le régler au niveau de l'automatisation? C'est des questions à se poser. Je vous ai donné 3 idées de solutions pour les rétrosignaliser. Après, à voir si on veut l'utiliser ou pas. Et ce qu'il faut savoir, ça c'est la chose la plus importante, c'est que toute la rétrosignalisation d'une maquette, c'est méga important. C'est vraiment le centre névralgique de la gestion. Si on n'a pas une bonne détection des trains fiable, ça ne marche pas. Donc, à mon avis, c'est pas dans les systèmes de détection qu'il faut essayer d'économiser de l'argent, parce que c'est vraiment ça qui va définir si la maquette va bien fonctionner ou pas. Donc voilà, j'en aurais terminé pour cette petite vidéo. J'espère que ça pourra être utile aux gens qui la regardent. N'oubliez pas toujours le petit pouce bleu si ça vous a plu, si ça vous a été utile. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye.